Alors, bonjour Antonio. Donc, on est là pour ce livre, Bonjour. hein. Je ne pouvais pas le louper, celui-là. Voilà, je ne pouvais pas le louper. Franchement, je ne pouvais pas. Alors, je ne sais pas par quoi je vais commencer, par quelque chose, parce qu'il faut mettre l'ambiance. Euh, alors, je vais dire mettre des mots, c'est s'autoriser à se démasquer par son manque. C'est en acceptant de nommer les choses et en les autorisant qu'on les autorise à prendre vie. Les mots refoulés sont la matière qui condense plusieurs sens contradictoires. Cela se constitue dans l'enfance à partir de la construction de notre singularité. Il faut lever le sens fantasmique caché dans la matière sonore de certains mots. C'est le sens arrêté par le sujet qui détermine et actionne ce dernier à ses dépens dans des voies qu'il ne choisit pas. La réalité est traduite par des mots qui réactivent le désir inconscient qui retient dans son nom la question de sa cause. Le pouvoir des mots est immense, ils nous happent comme des marionnettes, tant qu'on n'a pas dégorgé le sens des fantasmes qui les actionnent. Désirer ce que l'on pense, insaisissable de soi. Le transfert s'exprime de différentes manières, il peut se manifester comme des interprétations erronées de la réalité, dont le psychanalyste est le support. Ces projections correspondent à des situations familiales passées, soit totalement refoulées, soit oubliées, mais dans tous les cas inanalysées. Ces projections sont propices à l'interprétation et doivent être interprétées pour que l'inconscient se révèle dans la lecture de la réalité. Alors il y a de moi, mais il y a aussi beaucoup d'Elsa que j'ai pris dans le livre parce qu'elle me parle et je n'avais pas trop envie de bosser. Ouais. Voilà, donc il y a plein de symboliques. Alors, je ne sais pas comment, ben, je vais peut-être lire autre chose parce que pour te faire rentrer dans le vif du sujet. Alors, ce livre, Le désir et la putain, euh, il n'est pas, c'est pas que les enjeux cachés de la sexualité masculine, j'y retrouve aussi de la sexualité féminine qui peut aller dans le même sens. Ouais. Euh, Vu au féminin, on peut aussi retrouver ça de l'autre côté. C'est pas propre à l'homme systématiquement. Enfin, moi, je le ressens comme quelque chose de qui peut être aussi propre à une femme. Alors, comment pouvons-nous commencer ça? Je pense quand même peut-être que j'aimerais bien quand même raconter un peu la genèse Alors, vas-y, de raconte. parce que c'est important en fait. C'est-à-dire au départ, moi, je voulais faire un film à partir d'une prostituée. Parce que je sais pas, enfin voilà, si, enfin non, je sais pas, disons, je m'intéressais à la prostitution. Et j'assumais moi-même d'être fasciné par ça. Voilà, ça c'est le point de départ. Donc j'ai euh, eu envie de faire un film, si j'avais jamais fait de film avant, à partir d'une prostituée parce que j'avais eu l'opportunité de rencontrer une prostituée qui travaillait rue Saint-Denis. C'était la prostitution à l'ancienne, comme on n'en fait plus aujourd'hui, la prostituée de la rue Saint-Denis qui était là depuis des années et des années. Et j'avais tissé avec elle une relation intime. Je n'étais pas un client d'elle, hein, je précise tout de suite, mais on était devenus amis. Et donc, voilà, je voulais faire un portrait d'elle. Et à un moment donné, c'est que je me suis rendu compte, pour comprendre pourquoi moi, puisque je le faisais à la première personne, pourquoi moi j'étais fasciné par la prostitution, j'avais besoin d'un regard psychanalytique. Et j'ai commencé à chercher donc un psy ou une psy qui veuille bien participer à ce film, et répondre à des questions, voilà. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Elsa, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a rencontré quelqu'un, enfin disons, qui m'a parlé d'Elsa, parce que j'ai demandé plusieurs psys au départ qui n'ont pas voulu. Et elle a accepté tout de suite. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, on a commencé, moi, je l'ai filmé, et le film, en fait, au départ, tel qu'il était prévu, c'est-à-dire, c'était une sorte de trio, en fait. Moi, la prostituée, la psychanalyste. C'est pas la maman, la putain, c'est, voilà, c'était ça, ce trio-là. Ce film, eh ben, t'es resté dans mes tiroirs, et puis après, ben, il donnera lieu aussi à des éléments du film que je fais après, donc je ne vais plus y aller maintenant. Mais en tout cas, tous ces entretiens qu'on avait eus avec les actes que j'avais filmés, eh ben, on a décidé d'en faire un livre. C'est comme ça que c'est né, en fait, l'histoire. Et donc, parce que moi, je me suis rendu compte qu'à partir des questions que j'avais autour de ma fascination pour la prostitution, quand on tire un fil, on arrive à plein de choses, on arrive à des choses beaucoup plus générales sur la sexualité masculine, mais aussi, comme tu dis, féminine. Et donc, c'est en fait un point de départ, la prostituée. C'est la figure de la prostituée, c'est pas la prostitution en tant que telle, parce que souvent, moi, je m'en suis rendu compte que dans les films, dans les documentaires, on dit, bon, les clients qui vont voir des prostituées, c'est parce qu'ils ne peuvent pas avoir de relations sexuelles satisfaisantes ailleurs, et donc ils vont voir des prostituées comme si c'était une sexualité de substitution. Et moi, j'avais conscience que pour moi, c'était au-delà de ça. Ce qui était fascinant, c'était pas
la réalité de la prostitution. Et c'était l'image que représentait la prostituée. C'est ça que j'avais envie de creuser. C'est que ça, le point de départ de notre réflexion euh, avec Elsa. Voilà. Donc c'est la jeunesse de ce livre, et c'est venu comme ça. Et après, quand on a discuté, moi, je ne voulais pas être dans la position d'un journaliste qui pose des questions à une experte qui répond, mais vraiment dans une vraie discussion où moi, je donne mon avis et elle donne le sien, évidemment. C'est pas, on n'est pas sur le même niveau. Moi, je suis là en tant qu'homme, quoi, en fait, hein, qui s'intéresse à ça, puis elle me répond, elle, en tant que psychanalyste. Mais voilà, en fait, c'était vraiment un dialogue sensible à part égale. C'est pas je pose des questions, elle répond, je pose des questions, elle répond. Voilà, c'est comme ça vraiment l'idée de ce livre. Puis après, c'est les anges de cachet que j'ai découvert justement grâce à elle, qui vont bien au-delà de la figure de la prostituée. Alors, si tu veux refaire autrement avec moi, tu vas te mettre sur ton divan symbolique et je vais me mettre sur mon divan symbolique. Moi, j'ai pas Ah peur de oui. foutre à poil. Oui, oui, non, j'ai vraiment, c'est quelque chose qui me fait pas peur parce que ça renvoie plein d'images. D'abord, ça me renvoie plein d'images aussi en tant que femme et psychanalyste. Et je pense, alors je vais soulever des trucs, on va rebondir l'un et l'autre, mais en fait, cette relation-là, pour moi, le support, c'est le livre, les enjeux cassés de la sexualité masculine et féminine, parce que je pourrais rajouter ça aussi, mais je fonctionne toujours d'inconscient à inconscient. Donc, on va se laisser naviguer hein, avec sincérité. On verra ce qu'on en fait. Moi, ça ne me dérange pas. C'est quelque chose qui ne Ouais. me dérange pas. Alors, je vais prendre des supports parce que j'ai pris des notes sur des morceaux d'Elsa qui me parlaient ou alors des morceaux que j'ai écrits par rapport à Elsa, ce qu'elle disait, des choses qui me parlaient. Alors, évidemment, si j'ai pris ces notes, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça me parle à moi ou par rapport à mes passions, etc. Et je voudrais que tu rebondisses dessus, mais avec sincérité, authenticité. C'est le but de ce livre. Oui. Alors, l'amour, c'est soi et un autre. Ce n'est ni une relation absolue, ni une relation idéalisée. Alors, l'impuissance chez l'homme ou chez la femme se déclenche quand l'autre, alors femme ou homme, que l'on aime, évoque dans notre inconscient un objet incestueux, la mère ou la sœur. Virginiser la mère, si on y va le père, la rend inaccessible. Pour la fantasmer, se maintenir face à elle en position d'enfant. Quand un homme admire trop une femme, le sexe est impossible. Si je veux rebondir, tu me dis. Quand il y a trop d'attention, il n'y a pas Est-ce que de... tu veux que je rebondisse sur ce que tu viens Oui, de dire? vas-y, rebondir. Ah oui, oui, mais c'est-à-dire il y a beaucoup de Toi, tu choses. ressens, quand, si tu admires trop une femme, est-ce que Mais, moi, si j'admire sur le trop, sexe, c'est impossible déjà si on aime si tu trop, c'est admires trop ça. quelqu'un, alors du côté masculin, après je te dirais du côté féminin, parce que c'est un échange d'égal à égal. D'accord. Non, alors je ne fais pas partie, enfin disons, je dirais pas, enfin je dirais pas le sexe c'est impossible. Je sais que c'est quelque chose. Moi, je suis d'origine italienne. Je pense que il y a beaucoup de choses qui sont liées quand même dans ce que j'ai, disons, exploré avec Elsa ou dans ma façon d'être, qui sont liées un peu à cette culture italienne, les figures de la Vierge, la mère, la maman, la putain, tout ça, ce sont des choses très ancrées chez les Italiens. Bon, et il y a même un film, c'est Le Bel Antonio, je crois justement, qui s'appelle Le Bel Antonio comme moi, où je crois que c'est un homme qui justement est tellement amoureux qui avait de la femme qu'il arrive enfin à voir, qu'il peut plus du tout faire l'amour. Moi, je dirais pas que c'est impossible, mais c'est pour ça que je dis quand même il y a un mais. Je pense que effectivement, c'est peut-être euh, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est vraiment que, enfin oui, qu'il faut que ce soit forcément lié, le sexe et l'amour. Donc, pour moi, c'est deux choses différentes, en fait. C'est deux choses différentes. Donc, c'est pas forcément impossible, hein, mais ça se relie pas forcément. Et souvent, c'est ça qui pose problème. D'ailleurs, c'est souvent ça qui m'a posé, je dirais, problème dans ma vie personnelle. C'est que on peut aimer passionnément, et puis en même temps, pas forcément être dans une relation sexuelle, voilà, parfaite. Et puis en même temps, et réciproquement, avoir envie de faire l'amour, c'est pas forcément l'amour. Mais l'idéal, moi, j'ai quand même, je dis pas que c'est impossible dans le sens où il peut y avoir quand même un idéal où ça se rejoint. Mais effectivement, dans cette discussion avec Exam, moi, j'ai quand même compris que souvent l'objet du désir sexuel, c'est quand même un objet. C'est ça souvent le problème, c'est un objet fantasmé qu'on peut projeter sur une personne. Et puis, alors, hum,
Peut-être qu'il faut un peu de distance. Voilà, c'est ça, je dirais. Il faut peut-être un peu de distance pour qu'il y ait du désir sexuel. Si on est trop, par exemple, fusionnel, après, ça devient un peu, je dirais, comme frère-sœur. Il n'y a plus de désir sexuel. Il faut qu'il y ait un désir sexuel, il faut qu'il y ait un peu de distance. Donc, pas forcément du mépris, pas forcément quelque chose comme ça, mais peut-être quelque chose qui relève un peu de ça dans le sens où l'amour au sens complètement, je dirais, fusionnel, il est peut-être quelque part un peu antagoniste avec la sexualité. Je sais pas enfin, si je suis très clair, mais en fait, en gros, moi, un peu comme ça que je le perçois. Alors, on revient quand un homme admire trop une femme, le sexe peut être impossible, parce que l'admiration peut être... Par contre, quand une femme admire un homme, le sexe n'est pas impossible. Voilà. Hmm. Alors, ouais, tu vois, on n'a pas déjà la même vision. Euh, Je n'ai pas dit que c'était impossible, j'ai dit que c'était pas alors, forcément lié, mais pas forcément impossible non plus. mais on désire souvent, on a besoin de désirer ce qui manque, et ce qui manque doit être inaccessible. Je reviendrai à la fusion tout à l'heure, parce que ça me parle et j'ai écrit dessus. Alors, le sexe induit, ça c'est vraiment mon truc, la fusion. Le sexe induit une dépendance entre répulsion et attraction par la jouissance. Un autre est témoin de notre fragilité, de notre mise à nu. Il sera donc investi d'un savoir sur nous qui peut devenir insupportable. C'est-à-dire se montrer tel qu'on est. C'est cette mise à nu intérieure, en fait, qui est difficile. Que l'autre soit témoin de notre incomplétude, c'est-à-dire de notre manque, Oui, demande un lâcher-prise, en fait, une connaissance, une acceptation de soi qui peut sembler inaccessible aux penseurs, car seul l'inconscient est le maître du jeu. C'est très. Alors, faire l'amour offre à l'autre une prise sur ce que nous ne pouvons pas saisir de nous, une sensation de contrôle sur ce que nous ne contrôlons pas nous-mêmes. Et c'est ça, en fait. En fait, se laisser surprendre par l'inattendu, en fait. Ce qui nous touche chez l'autre dévoile ce manque qui peut nous sembler insupportable et nous fait reculer. L'autre nous fait alors peur, révélant chez nous un état de faiblesse. Faire l'amour, c'est se sentir nu face à ses désirs dont on ignore les causes inconscientes. C'est accepter de se découvrir dans la plus intime des vérités de notre être. C'est ne pas garder le contrôle ni sur nous, ni sur l'autre. Ce qui nous touche sur l'autre sans même le savoir et qui vient d'un manque. On a besoin de ce manque, en fait. Hein. Moi, je ne conçois pas faire l'amour sans aimer, mais c'est mon approche à moi. Alors, s'approcher d'un autre, c'est accepter son manque, montrer son infériorité, alors qu'il est souvent plus simple de se protéger. Le désir part d'un manque et même d'une infériorisation imaginaire inconsciente et parfois traumatique. C'est se découvrir face à un autre qui se découvre. Cette mise à nu ne nous rend pas inférieurs, mais elle nous fait grandir dans l'acceptation, renforçant notre être à être de soi à soi face à un autre. Alors, si tu veux rebondir, tu le dis, hein, parce que ouais, ouais. j'en ai des pages. Mais la position qui a fonction de masque et d'écran, qui permet l'acte sexuel, c'est quand on fait que l'acte sexuel, on est dans une position de masque et d'écran. Dans le cadre de l'objet, où il n'y a Ouais. pas aimé. Hein, on est d'objet à objet, l'aimer ne trouve pas sa place. Face au désir de l'autre, on peut se sentir démuni car on devient sexué, ce qui peut mettre le sujet objet à défaut face à lui-même. Là, on est plutôt dans le sexe. Hein. Ce que l'on désire le plus au monde, c'est être désiré, et pourtant, dès qu'on le devient désiré, on fuit. Se sentir à la hauteur de ce désir peut sembler inacceptable, car c'est s'abandonner à lui, à son propre désir. C'est lâcher prise, perdre le contrôle. Tout ce que l'on projette est fantasmé et maîtrisé. Quant à aimer, sa véritable valeur est de se laisser porter par ce qui vient, par ce que l'on ressent plus profond de soi, de le vivre sans le maîtriser. Alors je reviens à aimer. Aimer, c'est voler à l'autre quelque chose qui nous vole en même temps. On retrouve dans l'acte d'amour, je ne parle pas du sexe, euh, Mhm. on retrouve dans l'acte d'amour faire tomber l'autre d'une position de maîtrise qui nous fait tomber également dans le lâcher-prise. Faire l'amour, la preuve qui se retourne en épreuve, révélant l'angoisse qu'elle suscite dans le regard du désir de l'autre. Je vais peut-être arrêter parce que tu vas rebondir, parce que autrement je suis partie pour 3 heures. Là. Mhm. Il y a Donc, beaucoup de choses, mais c'est-à-dire, bon, comment rebondir? Parce que, c'est-à-dire, moi, il y a tellement de choses. Je voudrais quand même dire, ma position par rapport même dans ce livre, je dirais, c'est la position d'un homme qui se pose des questions, effectivement, par rapport à ce discours qui peut être très riche, très complexe. Moi, je suis pas psychanalyste, hein, donc je peux pas répondre, je dirais, sur le même niveau, sur le même plan. Je peux répondre de façon très, je dirais, basique, en fait, hein, sur effectivement moi ce que je ressens de mon expérience, etc. Donc, une des choses quand même, il y a des choses, parfois je suis convaincu parce que évidemment, ça résonne. Moi, ce que je cherchais, par exemple, dans cette conversation, c'est voir de quelle façon ça résonnait en moi. Effectivement, ce que j'ai compris, s'il y a une chose que j'ai comprise quand même importante, c'est que, et qui n'était pas évidente, c'est que à travers la sexualité,
on cherche autre chose que juste un plaisir sexuel. Alors que souvent, on peut avoir l'impression, voilà, c'est juste moi-même, quand j'en parle avec des amis ou même des collègues, à Charlie, il dit pourquoi tu fais un bouquin comme ça, les enjeux cachés, mais c'est simple, le sexe, c'est juste du plaisir. Et je dis, mais non, c'est pas que du plaisir. Et c'est ça que j'ai compris, en fait, en discutant, c'est que c'est pas que du plaisir. Sinon, le plaisir, on peut en avoir d'une façon, en mangeant un bon plat, on peut, en regardant, je sais pas, un beau coucher de soleil. C'est pas que du plaisir. Il y a autre chose. C'est ça, ces enjeux cachés. Et je pense que ces enjeux, beaucoup de gens n'en ont pas conscience. Ils se disent, bon, voilà, on va faire l'amour et puis c'est bon. Enfin, je dirais, voilà, on est, on a une gratification parce que peut-être on a l'autre qui nous donne de la gratification parce qu'il nous renvoie une image, il nous aime et tout ça. Et en fait, non, voilà, moi, ce que j'ai compris, c'est que il y avait une quête d'autre chose. Et cette quête d'autre chose, comme tu disais, voilà, je pense que dans ce que tu as dit, il y a une chose aussi qui m'a interpellé, c'est quelque chose qu'on n'a pas, en fait. C'est quelque chose qu'on n'a pas. On cherche en l'autre quelque chose qu'on n'a pas. Et on croit l'avoir avec la sexualité. Et il y a peut-être quelque chose des fois qui peut être addictif là-dedans, parce que moi, si je fais un bouquin, quand même, c'est bien aussi parce que j'ai, comment dire, un petit problème par rapport à ça, hein. Sinon, tout va bien, il n'y a pas de problème, on ne cherche pas à comprendre. Et donc, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'addiction, parce qu'en fait, on cherche sans arrêt, sans l'avoir, parce qu'on va, voilà, on se dit, oh là là, ça va être merveilleux, puis en fait, on a, puis en fait, ben non, on se rend compte qu'on va rechercher à nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à travers la sexualité de ce qu'on n'a pas, et puis que finalement, peut-être on n'a jamais, et c'est pour ça que ça pousse à recommencer. Il y a quelque chose, c'est pour ça que dans un des chapitres, il y a le donjuanisme aussi, dans le sens où c'est la même chose, c'est-à-dire, Don Juan, c'est le type qui cherche toujours, 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 quoi. Et puis il y a une addiction, on parle aussi de l'addiction à la pornographie, ça peut être la même chose. On cherche toujours quelque chose qu'on n'a pas, et ce quelque chose, ben, c'est chercher en l'autre quelque chose qui va nous combler, quoi. C'est ça que moi j'ai compris justement en faisant ce bouquin. C'est on croit qu'on va être comblé par l'autre, voilà. Et alors qu'en fait, les clés de soi, elles sont en soi. Et alors, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de chercher dans la sexualité, mais peut-être que quand on a compris ça, on y plaque moins, disons, voilà, on projette moins de choses inaccessibles. Toi, c'est ça, c'est toujours un duel, je dirais, entre l'accessible et l'inaccessible, quoi, en fait. Comme ça, un peu comme moi, je le ressens, quoi. Déjà aimé, aimer. Quoi pour toi aimer? Si j'ai déjà aimé, Ou c'est quoi pour toi aimer? c'est quoi pas? Toi, aimer. Alors, mets-moi ça en lien avec, voilà, aimer, puis après, tu me mets ça en lien avec le sexe. Mais j'ai du mal à répondre à cette question parce que, en fait, pour moi, aimer, c'est tellement protéiforme. Il y a plein de façons d'aimer. Et justement, c'est pour ça que je dis l'amour, c'est pas la même chose que la sexualité, parce qu'on peut aimer, moi, il y a des tas de personnes que j'aime très différemment. J'aime mes sœurs d'une certaine façon, j'aime mes amis d'une autre façon. Il y a des copines que j'aime très fort, mais d'une autre façon, que je peux aimer comme des sœurs. Il y a des femmes que j'ai aimées comme là, disons, ça peut ressembler plus à l'idée qu'on se fait de l'amour homme-femme. Donc, il y a plein de façons d'aimer quelqu'un. Euh, donc voilà, donc c'est aimer, c'est vouloir, je pense, moi je dirais le bien, le bonheur de l'autre. Si j'avais juste une phrase, je dirais ça. Quand j'aime vraiment quelqu'un, ben, j'ai envie que cette personne soit heureuse et je suis malheureux si cette personne est malheureuse. Voilà, c'est ça. Et après, ça peut s'appliquer à mes sœurs, ça peut s'appliquer à des amis, ça peut s'appliquer à des femmes que j'ai aimées. Voilà. Donc, Aimer et une femme, aimer une femme, c'est quoi pour toi? aimer une femme, bah, c'est ça, aimer une femme, alors maintenant, c'est ce que, moi je suis un peu particulier parce que je dirais, je suis peut-être un peu handicapé de l'amour de cette façon-là parce que j'ai pas de, voilà, enfin j'ai eu des relations toujours un peu, qui ont duré un certain nombre d'années, peut-être, hein, maximum ou parfois moins, mais voilà, jamais, le maximum, je crois que c'était, voilà. En général, c'est entre 2 et 5 ans. J'ai plus, c'est Bec BD qui dit l'amour dure 3 ans, hein. 2 ans, je sais plus. Mais enfin bon, je serais plutôt moi de cet ordre-là, je pense.
c'est pas aimé, oui, mais j'aspire à ça, j'adorerais, sauf que souvent, j'ai aimé des femmes que j'ai trompées, par exemple. Voilà. Alors on pourrait dire, mais quand on aime, on n'a pas envie de tromper, mais non, mais comme je dis, des fois, il y a une différence, en fait entre la sexualité et l'amour. Après, je m'en veux, hein, parce que chaque fois, moi, je me maudis. Je me dis, mais pourquoi je l'ai trompé, je l'ai perdu alors qu'elle était formidable et alors que j'aurais pas dû le faire. Enfin voilà, là, ça me remet complètement en question parce que je me dis, mais j'ai un problème. Je devrais, si j'aime quelqu'un, ne pas avoir besoin de tromper cette personne. Et pourquoi je la trompe? Alors là, oui, je suis complètement déstabilisé moi-même par rapport à moi. Je me dis, c'est pas normal de pas de pas associer forcément ces deux choses. Puis en même temps, je pense que fondamentalement, peut-être l'être humain, il est à la fois monogame et polygame. Parce qu'il est à la fois monogame, parce qu'on aspire peut-être tous plus ou moins à ça, et puis en même temps, de fait, on est quand même tous un plus ou moins polygames, hein. La plupart des gens se trompent allègrement, soit ils le font en cachette, ils ne le disent pas, soit ils le font au fil du temps, au fil des années. Mais les gens qui sont complètement monogames, c'est-à-dire une seule personne toute leur vie, il y en a quand même très peu quand même, hein. Donc on a à la fois les deux. Alors c'est comment concilier la part de monogamie et de polygamie. En fait, c'est ça souvent ce qui est difficile. Après, voilà, peut-être plus chez les hommes ou chez les femmes, je ne sais pas, je ne vais pas faire de généralité à ce niveau-là. Moi, je parle là juste, moi, de ma vision personnelle. Ah, tu as dit plein de choses, alors ça va être difficile. Déjà, on aime ce qui nous manque et on est obligé. Enfin, alors je vais revenir au couple fusionnel parce que c'est un bon départ Ouais. pour ça. On rencontre dans le couple fusionnel plein de choses comme ça, c'est-à-dire euh, on rencontre dans les addictions aussi, on rencontre ça suite à un refus de se découvrir en dehors de l'entité. Enfin, dans le couple fusionnel, généralement, il y a une entité fusionnelle qui se met au-dessus. C'est-à-dire, il n'y a plus deux individus. On arrive à faire un tout qui nous apaise, qui apaise nos névroses. On fait un tout qui est complètement névrotique, mais on pense que non. On pense que c'est vraiment il y a un tout fantasmé qui n'existe pas, qui est là, et on doit rentrer dans le tout. C'est-à-dire, s'il y en a un qui sort de ce tout, ça ne marche pas. Mais dans le couple, alors et ce tout, il est très maternant en fait. Souvent, monsieur est avec maman ou madame est avec papa en fait. Il y a souvent on recherche la mère, recherche à réparer l'enfant, on recherche de combler ce vide en fait, parce qu'on ne le supporte pas, ce manque à être. Et en fin de compte, on a besoin de le supporter pour vivre et pour aimer. Donc, on est dans ce couple fusionnel, on est dans quelque chose de complexe, où on ne ressent pas le manque, on est dans la complétude et on refuse de ressentir le manque. Parce que ressentir le manque, c'est accepter son vide, accepter son individualité et accepter de perdre l'autre. Et on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, c'est impossible. Donc on est dans la fusion, on est dans la complétude, mais en même temps, au bout d'un moment, on se fait chier. Enfin, je veux dire, on se fait chier parce Oui, qu'on étouffe, parce qu'on n'est pas bien, ouais. parce qu'on a besoin, pour vivre, on a besoin du manque. C'est indispensable Mhm. à la vie. Donc c'est pour ça qu'on va tromper, qu'on va aller ailleurs, ou qu'au bout d'un moment, on va prendre des médocs, ou on va aller dans... Parce que l'alcool, c'est aussi... Et les addictions, c'est un langage. Parce que cette complétude rassurante où on est bercé dans le ventre de maman, ben, au bout d'un moment, il faut y sortir, faut en sortir. Mhm. On retrouve ça dans la fusion, on retrouve ça aussi dans certains couples, où, comme tu dis, on a besoin d'aller ailleurs parce qu'on crée cette complétude. On complète. Mhm. L'autre ne te complétera jamais. C'est impossible. Et vouloir le désirer, c'est en fait, c'est fausser le verbe aimer, c'est lui enlever son sens premier, qui est fait que l'autre doit toujours te manquer et tu dois toujours risquer de le perdre. L'autre est un autre et ce ne sera jamais toi. Et ça, c'est hyper important. Alors, aimer, c'est le plus fort des sentiments qui manque, qui demande à accepter son vide et son manque à être. Autrement, tu ne peux pas aimer. Il n'y a pas de possibilité dans le... Enfin, je ne parle pas d'aimer sa sœur, etc. Je parle d'aimer d'une femme ou d'aimer un homme. Assumer l'affect, c'est accepter de ne pas être jugé. Rabaisser l'autre permet de légitimer le refus de ses émotions, de ses sentiments. On se contourne, on garde le contrôle face à un autre en refoulant, grâce à des projections sur l'autre, ce qui se joue en nous. Sacraliser un autre que l'on veut parfait nous ramène au couple fusionnel. T'es parfait, t'es sacralisé. Mais ce qui est sacralisé, ben, au bout d'un moment, on n'a pas envie de le désirer. On ne le désire pas. Mhm. Ah oui. Complète, on ne peut pas le désirer. Combler ce manque que l'on voit dans le reflet de la différence de cet autre et qui est insupportable car il nous renvoie à notre manque que l'on ne veut surtout pas ressentir. Et donc, on est dans une incapacité d'être dans ce cas-là. Dans la difficulté à accepter d'être aimé, il y a la relation fantasmée à l'autre, que l'on imagine comme un Dieu, refusant notre humanité. C'est bien de dire que l'autre est un Dieu, que l'autre est tout, mais c'est pas vrai. L'autre est juste un autre.
en fait. Il n'est rien d'autre qu'un autre. Et ça, c'est vraiment important de savoir que euh, il est un autre, hein. L'autre est Ouais. un autre. Et en fait, toi, tu me parles beaucoup de trucs de complétude, en fait. L'autre doit te compléter. L'autre te comprendra jamais. Jamais. Et c'est là qu'en fait, il y a quelque chose à travailler sur le divan, à comprendre. Pourquoi vouloir être complété par un autre? Pourquoi? Ça veut dire que toi, il te manque quelque chose qui t'est insupportable. Donc l'autre doit te le donner. Oui, mais enfin, ça, on est tous comme ça. On cherche tous à être complétés d'une certaine façon, ce qu'on a Non, on parlé, est tous comme non? ça. Moi, je cherche pas à être Non? complétée. Ben non, je cherche absolument pas à être complétée. Et je ne Ouais. veux pas être complétée du tout. Ouais, mais tu dis, alors il y a une chose quand même qui est importante, c'est parler de sacralisation. Donc, c'est-à-dire quand même, quand on aime, est-ce qu'on n'est pas toujours dans un rapport justement de fan à star où on sacralise l'autre? Et pour ça que moi, en commençant à parler de sexualité dans ce livre, j'en suis venu assez vite à la religion, parce que cette sacralisation, c'est un thème religieux. Il y a quelque chose quand même pour moi de religieux dans la sexualité, au sens où on projette quelque chose d'un peu parfait, quelque chose d'inatteignable, même si on sait finalement qu'effectivement ça ne l'est pas, mais au fond de soi, on recherche quand même ça, même si c'est un leurre, même si finalement un casse-gueule, parce qu'on n'y arrive jamais. Mais c'est peut-être ça, une sorte de fantasme qui fait qu'on parfois on est souvent justement jamais comblé, quoi. Parce qu'on sacralise, parce qu'on cherche quelque chose. On se dit, voilà, ça va être Oui. formidable. Puis après, on se dit, bah, finalement, non, ce n'est qu'un être humain réel. C'est pas, il n'est pas sacralisé, quoi. Euh, mais, Et si tu sacralises, tu peux que tomber de haut après dire ah merde, c'était de la merde. Non, mais en fait, je pense admirer un autre, mais pas le sacraliser parce qu'on a besoin d'admiration. Faut dire que dans l'acte, et quand on aime, hein, je ne parle pas que de l'acte sexuel, il y a, si tu veux, on offre sa fragilité à un autre qui nous offre sa fragilité. Donc il y a une ouais, sincérité, il y a une authenticité et il y a une fragilité. On se dévoile vraiment en tant qu'humain dans ce verbe aimer, en fait, dans cette sexualité qui rejoint le verbe aimer. Et ça, c'est très est-ce que c'est facile du côté masculin et féminin? Je ne sais pas. Je pense que les êtres humains ont beaucoup de mal à faire ça, à se montrer authentique déjà, à se montrer fragile, à se montrer sincère. Ils pensent que ça les dévalorise, alors que pour moi, c'est tout. Enfin, c'est pas se dévaloriser, c'est se montrer tel qu'on est. Moi, je suis la psy la plus cinglée, hein. Je me montre très sincère, surtout avec mes amis. Celui qui fuit, ben tant pis. Euh, la beauté du monde, elle est comme ça, elle passe par ça. On dit que les psys tombent aussi dans la nuit noire de l'âme, et c'est ce qui leur permet justement d'arriver à quelque chose de magnifique après. Euh, ouais. Et moi, disons, par rapport à tu vois, cette sacralisation, euh, je parlais du côté italien, alors après, c'est peut-être très spécifique, je ne sais pas, mais cette relation entre la sexualité et la religion, pour moi, enfin, elle est quand même assez essentielle. C'est pas pour rien, par exemple, que toutes les religions, ben, s'intéressent à la sexualité. En général, elles veulent contrôler la sexualité, interdire la sexualité. Donc, il y a quand même un lien très fort, quoi. La première chose que les religions veulent faire, c'est interdire enfin, disons, c'est contrôler la sexualité. Ensuite, c'est pas pour rien, par exemple, on oppose la maman, la putain, donc celle qui, justement, qu'on idéalise la maman comme n'ayant pas de relation sexuelle ou la vierge et la putain qui elle justement a plein de relations sexuelles, il y a un lien quand même forcément si on les oppose à ce point, etc. On peut multiplier les exemples et moi j'ai quand même fini par comprendre justement que ce qu'on cherche en l'autre, c'est cette maîtrise apparente, quoi. Et la prostituée, justement, elle donne l'impression de maîtriser la sexualité parce que c'est simple. Billet de banque, on y va, boum. Il n'y a pas d'investissement affectif et il n'y a pas de déception finalement. Enfin, si on peut être déçu de la réalité des faits, mais disons, comme il n'y a pas d'investissement affectif, finalement, c'est extrêmement simple. Et je crois que moi, ce que j'ai compris, c'est que si j'étais fasciné par la prostituée, c'est peut-être parce que justement, c'était un exutoire par rapport à la complexité de la façon dont vous pouvez voir la sexualité et que elle donnait l'impression tout d'un coup d'avoir accès à un monde
où c'est extrêmement simple. Et d'ailleurs, comme la pornographie, c'est extrêmement simple, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. Donc, du coup, voilà, c'est presque magique, en fait. Alors, bien évidemment, que c'est une illusion, évidemment, mais enfin, voilà, mais plein de choses sont des illusions. Et c'est peut-être ça qui me fascinait, voilà. Et même maintenant, j'en suis sorti, hein, donc après avoir fait ce livre et tout ça, ça m'a servi quand même. Mais euh, et c'est lié aussi à cette question que tu posais, c'est-à-dire pourquoi, qu'est-ce que c'était pour moi l'amour et pourquoi peut-être j'avais des problèmes entre la relation sexuelle, enfin disons, ça coïncider le sexe et l'amour, peut-être parce que j'étais justement pas détaché de tous ces problèmes et que pour ça aussi que j'étais fasciné par ce monde-là, sexualité pornographique, c'est pour moi il y a vraiment plein de points communs quoi, tu vois. Et donc c'est la maîtrise en fait apparente de la sexualité, cette maîtrise qu'on cherche et qu'on n'a pas quoi en fait, parce que ça, soit quasiment toujours, en fait. Hein. Ah, je ne fais pas de généralité, il y a plein de gens qui sont parfaitement heureux là-dedans. Mais enfin, disons, dans beaucoup de cas, ça foire, on peut le dire quand même. Mais Antonio, aimer, c'est accepter de perdre la maîtrise. Faire l'amour, Ouais, on ne parle pas de sexe avec une prostituée, c'est accepter de ne pas avoir la maîtrise. Parce ouais. qu'on est deux avec sa fragilité. Et tout vient là. Pourquoi voulons-nous garder cette maîtrise de nous-mêmes? Qu'est-ce qui nous tient en lien, qui nous empêche d'être nous, en fait? Cette maîtrise. Alors, je reviens à la mère. La mère, en fait, elle ne maîtrise pas sa sexualité. Elle est occultée, puisque tout le fantasme s'édifie autour de cette maîtrise apparente. Le lien aux parents se fonde sur une méprise, la croyance de la toute-puissance. Tout vient de là, je pense. Parce qu'il croit qu'elle sait que l'enfant veut compléter sa mère. Vouloir la compléter suppose la reconnaissance d'un manque de sa mère qu'il reconnaît colmate, tout en voulant s'y substituer pour ne pas y être confronté, car le manque maternel le renvoie à son propre manque. La mère et l'enfant, ce n'est pas l'archétype de l'amour pur, car on utilise la mère pour se construire en pensant accéder à la toute-puissante. L'homme pose autant d'interdits sur le sexe, s'il pose autant, c'est parce qu'il en craint les risques. Dans le sexe, nous partageons notre fragilité, notre mortalité. C'est une solitude commune qui nous rapproche par le sexe. Alors, le sexe, je parle dans l'amour. Hein. Faire le tri avec Mhm. ses désirs, ce que l'on assume et ce qu'on n'assume pas, passe par le fait de déterminer ce qui se passe dans notre inconscient. Les désirs inconscients passent par les mots refoulés, en lien avec ce couple étrange que l'on forme avec soi-même. Je pense qu'on doit, pour avoir pour aller vers l'autre, pour se montrer, pour accepter la sexualité dans l'amour, autre qu'en dans l'objet du sexe, qui est la Mhm. pornographie, qui est la prostitution, où là on ne prend pas de risque, où tout est maîtrisé. Il faut accepter de rien maîtriser. Pour ne rien maîtriser, il faut déjà être en lien avec ce couple étrange qu'on forme avec soi-même. Si on est dans un faux self vis-à-vis de soi-même, si on n'assume pas qui l'on est en fait au plus profond, Mhm. on ne peut pas accueillir un autre parce qu'on doit se montrer à nu avec toute sa fragilité. Pour se montrer à nu avec toute sa fragilité, il faut déjà la comprendre, il faut déjà l'accepter comme étant soi. On sait très bien qu'on a tous une identité plurielle. Il faut accepter ça, tout de nous. Si on accepte tout de nous, on peut accepter le manque d'un autre et on peut aimer par le sexe. C'est compliqué, hein. Ouais, mais c'est quand même ça la difficulté, parce que accepter tout de nous, c'est aussi accepter nos défauts, accepter Tout nos- à nos- fait. voilà, et accepter même ce qui peut détruire l'amour. Si j'accepte, je prends un exemple, si j'accepte tout de moi, que je suis polygame, et que le fait d'être polygame, elle va nuire à l'amour que je pourrais porter à une femme parce qu'elle ne va pas l'accepter, je vais la perdre. Donc, du coup, que faire? Parce que c'est absolument contradictoire, par exemple. Donc, du coup, je suis dans cette voilà pris dans cet étau-là qui fait que accepter une partie de moi fait que je vais perdre une autre partie, mais une autre partie que j'ai pas envie de la perdre, donc je nie une partie de moi qui m'empêcherait de perdre de l'autre partie. Donc voilà, on est souvent coincé dans ces contradictions par peur, parce qu'on peut pas tout avoir, voilà, peut-être. Donc du coup, avoir cette complexité fait qu'on perdrait autre chose, quoi. Euh, est-ce que vous êtes prête disons, à perdre, par exemple, un être aimé, tout simplement parce que vous accepteriez ou lui diriez des choses non, peut-être pas forcément. Donc, dans ce cas, vous refusez, en fait, d'accepter des choses qui pourraient vous nuire.
Ou alors, et inversement, si on se dit, comment dire, si on perd totalement la maîtrise et si on dit, OK, j'y vais, je suis avec quelqu'un, par exemple, totalement toxique, hein, on peut être amoureux, fou de quelqu'un qui va nous nuire. Mais dans ce cas, il faut aussi garder une certaine maîtrise. Donc, c'est pour ça qu'on on peut pas dire abandonnons-nous à l'amour parce qu'il faut savoir s'abandonner à l'absence de maîtrise. Parce que si cette absence de maîtrise fait que je vais être absolument amoureux d'une nana qui va être, je ne sais pas, destructrice parce que elle va être hyper jalouse, par exemple, et que la vie va être invivable. Donc oui, je suis obligé de garder une maîtrise pour mettre des distances avec cet amour toxique. Je sais pas. Que de projection, Antonio, que de Ah. projection. Alors, Ben non, mais là, je résume mais des choses oui, vécues, hein. oui, C'est mais pas des oui, mais c'est quand même projections. des projections, c'est des Bah, choses c'est pas léger. Là, je parle choses que tu as vécues. Oui, d'expériences vécues, mais pas forcément exactement comme ça, mais en tout cas, qui sont pas des cas de figure théoriques, qui sont des cas de figure réels. oui, mais quand on a fait un certain tri dans son inconscient, on sait quoi en faire de ça. Pourquoi as-tu été avec ces personnes-là? Moi, je dirais, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a enlevé? Pourquoi cette crainte est-elle restée? Quel travail reste, quand tu veux sur mon divan, quel travail reste-t-il Quel travail reste-t-il à faire là-dedans? Parce que moi, il y a vraiment, dans tous les mots, j'ai ressenti une certaine puissance, en fait. Et si ça allait se repasser, si ça allait se repasser. Alors donc, je vais essayer de mettre des barrières névrotiques devant, à droite, derrière, et comme ça, il ne se passera rien. Et petit à petit, je resserre les barrières, parce que si ça peut arriver encore, mais au bout d'un moment, tu es tellement étriqué que tu ne dis plus, tu survis. Donc, moi, je partirais plutôt du principe, essayer de comprendre pour apprendre et en grandir, et savoir ce que tu veux. Déjà, aimer, c'est prendre un risque de perdre l'autre et savoir que l'autre ne t'appartient pas. Maintenant, si tu avec, il y a plein d'interrogations. Si tu es avec quelqu'un et que tu as envie d'aller avec quelqu'un d'autre, il faut t'interroger pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu es dans une complétude et que tu as besoin de ressentir le manque? Quels sont tes désirs profonds? Est-ce que tu es vraiment dans du polyamour ou pas? Alors, le polyamour, c'est aussi chercher toujours à avoir un manque tout le temps et pas pouvoir ressentir son vide aussi. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de questions. On ne peut pas répondre euh, en généralité à tout ça, mais il y a tellement de questions, je pense que chacun a sa propre réponse, mais l'idée de tout ce que me lances là, c'est quoi en faire maintenant? Euh, ah, mais viens sur mon dimanche. Ouais, d'accord. Il y a plein de choses à voir en fait, dans le rapport à l'autre, dans le fait, peut-être que, je sais pas, enfin, d'après ce que tu m'as dit, j'irais plutôt dans le fait que tu cherches la complétude, c'est toi qui me l'as dit, hein, et qu'en fait, quand tu as cette complétude, tu veux ressentir le manque. Donc pour ça, il faut aller vers un autre. Mais aimer, c'est être à côté d'un autre, l'accepter avec sa différence, l'accepter comme être incomplet par rapport à toi qui est incomplet. Je crois que moi, c'est la définition que je donnerais à aimer. C'est comme ça que je le vois maintenant. Alors, faut pas croire, hein, j'ai eu un... Bon, voilà, ma vie, ça n'a pas été ça tout le temps, hein. Je suis arrivée à ça, c'est pas par hasard. En fait, je suis pas arrivée à cette réflexion par hasard. Euh, tout ce qui est fusionnel détruit et aller rechercher ailleurs ce que tu n'as pas chez toi. Si tu ne comprends pas pourquoi tu vas le chercher, tu n'avances pas. Et je ressens dans tes mots la manière de dire, alors je ressens, c'est mon ressenti, donc c'est mon inconscient. Je ressens un petit peu, bon, ben là, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas où je vais, puis j'y vais, et puis je ne sais pas, je sais pas ce que ça donne. Et l'idée, c'est pas de se dire, je vais passer 10 ans avec quelqu'un, parce que c'est pour te faire chier, il n'y a pas de raison. C'est pas non plus l'objectif. Pourquoi on est avec quelqu'un? Moi, je dis à mes patients tout le temps de ressentir le manque. Euh, c'est déjà ça, le manque à être qui est au fond d'eux. Et à partir de ce manque qu'ils ressentent, on arrive à savoir après qu'est-ce qu'ils désirent. Parce que le désir, il vient que du manque. Si tu n'as pas de manque, tu n'as pas de désir. Ouais, Donc, si tu essaies ouais, de te compléter un autre, au bout d'un moment, il n'y aura pas de manque. Il y aura un ouais, épuisement. Et le désir, tu iras le chercher ailleurs. Maintenant, je ne dis pas que c'est ce que tu... je vais dans tes mots, là, dans les mots que tu as ouais, dit. Mais c'est vraiment ça, en fait. Aimer, pour moi, c'est une notation très spécifique. Alors, je parle aimer entre hommes et femmes, je ne parle pas d'aimer ta sœur, ton chien, ton lapin. Je parle d'amour sexué, en fait. ouais, ouais, Je parle ça, pour moi, ça a une notation très spécifique. Déjà, aimer, c'est faire grandir un autre qui grandit à tes côtés. S'il n'y a pas ce phénomène de grandir, il y a complétude. S'il y en a un qui grandit plus que l'autre, il y a déséquilibre. On doit s'apporter quelque chose qui entretient ce manque à être, que l'on comprend comme faisant partie de soi. Moi, j'adore la solitude, faisant partie de soi, et qui ne sera jamais l'autre.
Et l'autre doit avoir une part de lui qui reste inaccessible. Mhm. Manquer, c'est désirer. Si tu refuses de manquer, tu ne désireras jamais. Et si tu ne Mhm. désires pas, tu n'auras pas. Alors, tu auras n'importe la sexualité d'un couple fusionné. Ouais. Maintenant, on nous a sorti sur le marché des objets fantastiques pour tout ça. Donc, tu auras tout ce que tu veux. D'abord, mais tu seras souvent dans des couples mariés avec maman ou mariés avec papa dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est pas un couple. On répare quelque chose que notre enfant a vécu. Alors, peut-être que notre enfant intérieur a vu la mère un peu comme la Vierge, sacralisée. C'est fort possible. D'ailleurs, j'ai un patient qui m'a dit l'autre fois, pour te faire sourire, elle arrive et me fait j'ai rêvé de vous. Ok. Alors, je suis toujours très prudente quand on rêve de moi au cabinet. J'ai rêvé de vous. Vous étiez dans une église ou un presbytère. Bon, ça va, je me fais, ça démarre pas trop mal. Mais il fait, vous étiez à côté de la Vierge. Alors, je lui réponds, bah là, je suis dans la merde. Tu vois, en fait, mais bon, c'est mieux d'être sacralisé en tant que psy quand même. Hein. Et pour travailler sur la sexualité, c'est aussi d'un air de dire, je mets de la distance. C'était un petit peu son message Mhm. par rapport à ça. Donc, attention, enfin, moi, je serais. L'autre ne sera jamais parfait et on le veut parfait. Mais l'autre ne sera jamais parfait. Ça sera toujours un autre qui, par moment, nous décevra, mais qu'il nous faudra savoir écouter. Et si on ne sait pas s'écouter soi, on sera incapable d'écouter un autre. Oui, mais justement, tu dis, là, le désir, c'est du manque. Je comprends tout à fait, effectivement, si, il faut désirer quelque chose qu'on n'a pas. Mais alors, justement, c'est aussi un problème dans le sens où, par exemple, ben, dans la vie sexuelle avec quelqu'un qu'on aime, au bout d'un moment, si on a tout, on a tout, on a tout, on a tout. Alors, on n'a plus de manque. Si on fait l'amour dans tous les sens et que l'autre accepte tout et qu'il il y a plus de limites et tout, bon, voilà, c'est très bien. Mais si on a tout, il est où le désir s'il y a plus de manque? Donc, et peut-être c'est là qu'on finit par s'ennuyer parce qu'il y a plus de manque. Et peut-être il faut toujours aller faire autre chose. Tiens, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Alors, on va faire l'échangisme, après on va faire le SM, après on va faire la zoophilie, après on va faire l'exhibitionnisme. Après, on va faire tout pour que chaque fois il y ait quelque chose de différent qu'on n'a pas. Ou est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, bah, il faut quand même être heureux dans ce qu'on a parce qu'on a une vie sexuelle épanouie, et voilà. Mais il y aura, il y aura pas de manque. Hein, et c'est peut-être là, comme s'il n'y a pas de manque, on va chercher ailleurs ce qu'on n'a pas. Donc c'est un peu le piège aussi d'être totalement comblé en fait avec une personne sexuellement. C'est parce que voilà, il y a plus de manque, donc il n'y a plus de désir. Alors, je vais donner ma vision hein, de femme et d'analyste là-dessus. Déjà, le couple, il a été créé par la société. Hein, le couple, c'est une norme. Moi, les normes, j'en ai strictement rien à foutre. Qui te dit les gens sont obligés de vivre ensemble? Personne, déjà. Hein. Euh, Mhm. Ce qu'on disait avec Véronique Cohn dans une vidéo la dernière fois, on n'a pas d'obligation de vivre ensemble. Il faut laisser quelque chose de secret, en fait, d'inaccessible. C'est indispensable. Alors, c'est pas d'aller forcément, comme tu dis, dans tous les trucs après, pour dire, ben, on va redonner du désir. Non, le désir, il se donne pas en allant chercher autre chose ensemble. Non, c'est-à-dire tu crées une unicité et vous allez ensemble chercher autre chose. Mais il n'y a pas de manque, puisque c'est une unicité qui va chercher autre chose. Ouais. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'acceptation des différences. Enfin, par contre, ce symbole d'unicité, on le rencontre dans l'acte sexuel parce qu'il représente le lien avec l'autre au moment de l'acte, qui rejoint peut-être d'ailleurs le loi universel au monde, qui est notre humanité. Mais le sexe, c'est l'image de soi, des rôles qui colmatent un vide. C'est dans ces cas-là, on est dans le manque à être. Mais pas là, dans ce que tu me racontes, vous allez ensemble chercher autre chose enfin, je sais pas, mais ça me fait penser à quelqu'un qui, je sais pas, n'importe quoi. Enfin, ils font un régime et ils vont aller ensemble bouffer des glaces, quoi. Ça me fait penser un peu ça. Enfin, tu Mhm. vois ce que je veux dire en disant si on est ensemble, on prendra peut-être des glaces qui ont moins de calories et on va Ouais. accéder au Mais régime. alors, si c'est pas ensemble, ça veut dire il y a des cachotteries, des tromperies, chacun son jardin secret. Mais non, mais pourquoi? Déjà, pourquoi vivre ensemble? Il n'y a pas d'obligation. Ah, d'accord. Chacun voit son couple. Le couple, c'est une chose. Aimer, c'est autre chose. Ah, on a mis tout dans les normes. Le couple, aimer, c'est autre chose. Aimer, c'est autre chose. On aime l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il nous apporte ensemble quand on est ensemble, mais pour ce qu'il peut avoir de différent de nous également. Mhm. Il n'y a pas forcément des tromperies parce que généralement, quand ça fonctionne comme ça, l'autre n'a pas forcément envie d'aller ailleurs, puisqu'il désire sa femme ou sa femme, sa compagne, enfin, il désire la personne, homme ou femme, puisqu'il n'y a pas de il n'y a pas besoin de ça. Tu acceptes l'autre comme étant entier et différent de toi. Il est où le manque là alors? Parce que C'est si parce on... que tu l'acceptes avec sa différence. Donc, à partir du moment où tu Oui. l'acceptes avec sa différence, tu peux toujours être surpris. Il ne t'appartient pas.
Mhm. Cette appartenance, tu m'appartiens, posséder en fait. Hein, on a toujours cet être humain veut posséder, hein, comme le doudou quand on était petit. Voilà, tu ne m'appartiens pas, donc tu t'appartiens à toi, donc tu vas toujours me surprendre parce que j'accepte que tu t'appartiennes à toi et que tu me désires de ce fait, moi, Oh. qui te désire toi Mhm. et aller ensemble, grandir ensemble dans des choses qui font plaisir, des, je sais pas, enfin moi j'adore par exemple aller dans les cinémas, j'adore aller dans des trucs qui te boostent, qui te font grandir, pas rester enfermé en faisant la popote à 19h30, enfin traîner enfin moi ça m'arrive aussi, je traîne avec mon peignoir de merde, mais je vais faire ça, voilà, euh, te booster, te donner d'envie, envie de vivre, envie, si tu as envie de vivre, envie de découvrir le monde, tu as envie de désirer, et l'autre a envie de faire la même chose à côté de toi. Enfin, on se booste. Alors évidemment, il y en a qui peuvent rester sur le canapé toute la journée pendant qu'il y en a qui sont boostés. Mais là, tu es dans un déséquilibre. Mhm. Désirer, déjà désirer la vie, désirer être soi pour désirer un autre à côté de toi. Mais il est à côté de toi, il n'est pas fusion, il n'est pas complétude. D'abord, il n'est pas obligé de vivre avec toi, il peut, mais il n'est pas obligé. L'accepter comme un autre. C'est-à-dire que c'est pas tous les jours, je pense à un ami psychiatre qui me disait bah, tous les week-ends, même l'hiver, c'est barbecue, frites. Voilà, tu vois, en fait, pas se laisser surprendre. Si tu es incapable d'improviser, ou alors tu vas dire à quelqu'un, moi j'aime bien dire ça, allez, on prend la bagnole, on va où? Alors quand on te dit, ben, on va à Intermarché, tu dis, putain, je suis pas dans la merde. Comme surprise, c'est pas mal. Par contre, l'homme ou la femme qui va me dire, parce que quand je sors avec une amie, là, je retourne dans la Drôme, voilà, je prends la voiture, ben là, je tourne, je sais pas où je vais. Je dis, ben voilà, c'est ça en fait. Pas savoir où on va prendre un chemin et pas savoir où il va nous mener. Si tu sais déjà faire ça, toi, ton couple n'aura pas la même allure. Se laisser surprendre, toi, par un univers. Et puis voilà, ben là, on s'arrête parce que là, on a envie de s'arrêter. On a envie de regarder les oiseaux, on a envie de s'arrêter. Et là, on a envie de faire ça. Et puis là, je vais prendre mon téléphone, ben vous venez, il n'y a rien à bouffer, ben d'accord, t'amènes ça, ça, ça. Enfin, se laisser surprendre par la vie, se laisser toujours surprendre par l'autre et Mhm. par soi surtout. Accepter de se laisser surprendre par soi. On ne se découvre jamais complètement. Il y a toujours quelque chose qu'on ne saura jamais sur nous. Et c'est cette découverte qui est de jour en jour où on avance, euh, qui fait que tu grandis et que tu peux grandir à côté d'un autre. Ne jamais faire la complétude. Enfin, beaucoup de gens, 90% des gens vont dans la complétude. Pas mes patients quand ils ressortent du cabinet, généralement. Euh, la complétude, c'est s'apaiser, c'est être bercé dans le ventre de maman, c'est être rassuré, c'est être dans le liquide amniotique. Mais au bout d'un moment, il faut peut-être apprendre à vivre. Vivre au lieu de survivre. Et désirer, pour moi, c'est ça. Aimer, c'est ça. La profondeur d'aimer, elle a c'est le plus fort des sentiments, mais il demande vraiment à accepter son vide et son manque à être. Si on n'accepte pas ça, on ne peut pas l'accepter d'un autre. Il faut que Ouais. l'autre à côté accepte ça de lui. Donc c'est un vaste programme. Tu le rencontres rarement, ce verbe aimer. Alors tu as aussi l'amour impossible, l'amour où tu vas aimer quelqu'un parce que tu vas voir avancer et l'autre ne pourra pas l'accepter euh, parce qu'il sera à un moment de sa vie, il sera peut-être pas en capacité de le faire. Tu as aussi ces moments-là. Tu peux rencontrer tout dans la vie, hein. Tout dans Mhm. tout. Il n'y a pas une porte, il n'y a pas une chose plus qu'une autre. L'idée, c'est d'être heureux. Et dans ce que tu me dis, je ressens pas le bonheur en fait. Je ressens pas ce bonheur à être, ce bonheur à vivre. Euh, Aimer enfin, je sais que tu aimes ce que tu fais parce que professionnellement, ça te plaît, mais est-ce que dans ta vie privée, il y a cette improvisation, cette petite lumière qui brille, ce petit ici et maintenant, sans projection, sans peur de vivre, sans peur de te montrer? Est-ce qu'il est là dans ta vie avec les femmes, puisque là, on parle de l'homme et la femme ou de la femme et de l'homme? Mhm. Est-ce que tu Oui, as ça? mais bon, là, je ne dévoile pas complètement non plus, hein, attention, hein, je ne suis pas Ah, moi, si, moi, je me foire. parle comme ça. Bah, non, ça serait peut-être un petit peu. Mais en même temps, je ne dis pas que. Enfin, tu as peut-être raison, mais enfin, en tout cas, mais je suis quand même assez pudique aussi, parce que là, j'aime bien parler de façon peut-être un peu générale, mais peut-être que sur le fond, finalement, oui, je ne dévoile pas forcément tout facilement, mais il y a quand même une chose quand même que je crois, par contre, avec laquelle je suis d'accord dans ce que tu as dit, et je crois avoir compris quand même, c'est effectivement l'erreur, peut-être qu'on peut faire souvent, que j'ai fait aussi, c'est peut-être chercher à être complété par l'autre. Et alors qu'en fait, c'est là qu'on se fourvoie et c'est là que on est malheureux et c'est là qu'on attend de l'autre qui nous donne quelque chose et pour d'exister à travers l'autre, à travers la relation sexuelle. Et c'est ça qui mène souvent à la frustration, à la rancœur.
etc. Et effectivement, je pense que dans le travail que vous avez fait avec ce livre, j'ai compris ça, c'est qu'il faut sortir de cela, de chercher à être compléter ou à exister à travers l'autre et mettre ce pouvoir-là dans la sexualité, il faut le trouver ailleurs, comme tu dis, c'est-à-dire, voilà, de vivre, disons, voilà, de grandir ensemble, quoi, en fait. C'est tout ça plutôt que de chercher des manques de soi à travers l'autre. Alors, il y a toujours un moment, alors, si on revient à la sexualité, si on fait vraiment du Freud et autres, on va te dire que la femme cherche à prendre le phallus de l'homme et l'homme Oui, donner à la femme. Enfin, il y a un truc comme ça, il y a un truc très... oui, Et par contre, il y a aussi des hommes qui pensent, quand la femme est trop sublimée, trop sacralisée, que la oui, femme va avaler le phallus de l'homme. On a aussi ça, parce que quand elle est oui, trop oui, sacralisée, il pense qu'elle va l'avaler. On a aussi, mais là, tout ça, ça se travaille en psy. Euh, oui, dans ces cas-là, c'est qu'il y a pas, on se montre pas à nu face à un autre qui se montre à nu. oui, On est dans des trucs fantasmés, dans des trucs où on essaie oui, de résoudre oui. quelque chose. Moi, il y a une chose quand même que les hommes m'avaient dite et dont je me suis souvenu parce que ça m'a marqué, c'est qu'ils disaient souvent les hommes, enfin disons les femmes, cachent leur demande de sexe derrière une demande d'amour et que les hommes cachent, enfin disons, une demande d'amour derrière une demande de sexe. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu vrai, c'est-à-dire de vouloir chercher de la sexualité, on a l'impression que c'est du sexe qu'on veut, mais finalement, c'est pas du sexe, c'est de l'amour qu'on cherche. Et sauf que peut-être la pudeur fait qu'on va pas demander de l'amour, mais on va, voilà, on va se dire, tiens, on va avoir tel succès auprès de telle femme, etc., etc., d'accumuler, et on a l'impression d'être aimé, et au fond, c'est pas le sexe en tant que tel, quoi. C'est le sexe en tant que tel, finalement, il est assez dérisoire quand on y réfléchit, mais voilà, on surinvestit. Moi, j'ai souvent, je pense, effectivement, pâtit de ce surinvestissement, mais mal placé, peut-être du sexe, en faisant quelque chose de trop religieux, trop sacralisé, trop magique, alors qu'en fait, que si on le met juste à sa place, à sa bonne place, eh ben finalement, déjà, il nous rend moins malheureux, puis il peut nous combler, parce que le sexe, c'est une chose de plaisir, mais ça peut être une chose de malheur, parce qu'on n'a jamais assez, on n'est jamais content, on veut toujours plus. C'est comme j'avais le dessinateur ciné qui était avant Charlie, j'avais un peu travaillé sur un podcast audio avec lui, et puis je trouvais que c'était assez marrant, il résumait ça, il disait, oh, on n'en baisera jamais assez. Et effectivement, c'était un peu résumé, c'est-à-dire, bon, finalement, on ne sera jamais content, on n'aura jamais baisé assez, même si on a baisé 10 000, bah, il y aura toujours la 11 et 10 000e qui sera la parfaite qu'on n'aura pas eue. Et donc, si on est dans cette course-là, effectivement, on n'est jamais satisfait. Donc, il faut sortir de cette course-là, qui est la course du donjon aussi, quoi, ou de l'addict, ou même de l'amoureux qui va être avec une personne qui va extrêmement trop surinvestir, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, effectivement, j'ai l'impression, en tout cas, d'être un peu plus apaisé avec ça, même si tout n'est pas réglé, comme tu le dis, peut-être, et qu'il faudrait peut-être que je vienne m'allonger sur ton divan pour éclaircir ça. Alors, tu parles de, là, tu parles de baiser, d'inaccessibilité. C'est deux choses différentes parce que baiser, pour moi, c'est pas faire l'amour. Alors, je suis pas une femme qui baise, je suis une femme qui fait l'amour. Et l'inaccessibilité, dans baiser, elle n'est pas là, en fait. Il y a de l'addiction, il y a de la... Tu cherches autre chose. L'inaccessibilité, c'est dans le verbe aimer. Ouais. Et puis, Moi, comme tu dis, aussi, le reflet miroir, c'est-à-dire tu veux te voir désirer dans le regard de l'autre. Mais si toi, tu te vois, le regard de l'autre sera un supplément. Alors, il y a ce reflet miroir, hein, on a ce reflet miroir chez les autres, mais si toi, tu te vois, tu vas envoyer quelque chose à l'autre qui va te le renvoyer. Maintenant, si tu ne te vois pas et que tu te cherches dans l'autre, tu vas te remplir de l'autre. C'est pas la même chose. ouais. Tu vois? Dans ces cas-là, tu es dans une complétude. Tu te complètes de ce que tu n'as pas en l'envoyant à l'autre comme si tu le demandais. Et dans la jouissance, on a ça aussi, hein. La jouissance, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est quelque chose simplement qui est là par le corps, où le corps parle dans ce moment de jouissance face à un autre. Mais tu vois, là, toi, tu me parlais de quelque chose, tu cherches en fait que l'autre te donne la valeur que tu ne vois pas en toi. Alors que l'autre n'est pas là pour te donner la valeur que tu ne vois pas en toi, tu dois lui renvoyer ta valeur, il doit la prendre et te la renvoyer. C'est pas la même chose. Mhm. L'autre ne sera jamais là pour te dire que tu es un être à désirer. Tu n'es pas, Mhm. enfin, moi, je désire manger une glace, je désire boire un coupe de champagne, mais c'est pas la même chose.
Tu vois, c'est quelque chose d'inanimé, c'est quelque chose qui n'a pas Mhm. qui va me remplir d'un moment de plaisir. Un homme, c'est pas la même chose. C'est pas quelque chose d'inanimé. C'est un être humain. Bon, bah ouais, très bien. Belle conclusion. Ah, je sais pas si c'est une conclusion, mais je ressens les choses de, en fait, et en fait, il y a le penseur et enfin, nos émotions, en fait, qui bloquent. La psychanalyse, elle nous permet d'avoir accès à condition de laisser véritablement son inconscient à quelque chose de particulier, à ce qui bloque ou cause de désir, en accepter de en avoir la maîtrise du penseur. Quant à la jouissance, elle se libère de toute maîtrise car elle est réaction du corps. Le désir est peut-être se déposséder de sa carapace en acceptant le manque. Alors, moi, je pense vraiment ça. Enfin, je pense que vraiment, la difficulté d'accepter d'être aimé, c'est parce qu'on a la relation fantasmée à l'autre que l'on imagine comme un Dieu refusant notre propre humanité. Il faut se... C'est de soi à soi. Le plus bel amour, c'est de soi à soi. D'ailleurs, moi, je me suis offert un super bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin. Tout le monde, je trouvais que je m'aimais terriblement, sans être plus narcissique que ça. Ouais. Moi, j'ai choisi mes fleurs. C'est ce que j'ai dit. Je suis pas du tout quelqu'un de narcissique, hein. Pas du tout. Bien au contraire, j'ai un côté petite fille blessée, pas du tout femme fatale, absolument pas. Mais je pense qu'il faut, si tu ne te connais pas toi, tu ne peux pas accepter de connaître un autre. Ah oui. Alors, c'est mon point de vue. Alors, merci pour ce magnifique échange. Merci aussi à toi, c'était Merci pour ce super. livre, vraiment en co-auteur, alors que tu vois, j'avais même mis des trucs, des fois, je n'avais Ouais, pas assez d'éléments à le dire. Le désir et la putain, les enjeux cachés de la Sexualité masculine par Elsa Kayat et Antonio Fischetti. Et moi, je pense vraiment que ce n'est pas que la sexualité masculine que oui, l'on voit dans ce lien à l'autre. On voit aussi la sexualité, beaucoup de choses de la sexualité féminine également. On ressent beaucoup aussi ce couple fusionnel, ce couple qui avale, hein. On le voit vraiment là. Il est il est très poignant. Et ce qu'on rencontre dans beaucoup de couples hein, qui s'emmerdent. Moi, mes patients dans mon bureau, ouais, on se lève à 8 heures, on se croise 10 minutes le soir, c'est la popote. Et puis, il se passe quoi dans notre vie? Voilà. Il se passe quoi? mhm, Et voilà, donc on en est là. Donc je pense que quand on travaille sur soi, le plus beau cadeau, c'est l'amour de soi à soi et après, il peut accueillir un autre. tout à Voilà, fait le verbe d'accord. aimer. Le verbe aimer, on est passé de la Bon, proposition au verbe aimer. Je te dis bah, à tout de merci. suite, Antonio, Merci. ah, parce Ouais, qu'on va se voir. Ben là, si tu veux, tu restes 5 minutes, je vais couper et on peut parler 5 minutes après ouais, hors enregistrement. d'accord. Donc voilà, merci pour ce Merci à toi. magnifique moment et ce cadeau que tu as su nous faire. Merci.